Bonjour les parents verts et prudents. Comment entourer vos enfants d'un environnement favorisant la santé? Aujourd'hui, je réponds à la question de Mathilde, qui me demande dans quel produit on peut trouver des nanoparticules. Et dans cette vidéo, on va voir une bonne pratique pour diminuer les expositions des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours, pour fêter la sortie de la recherche du savon magique. Je suis Guillaume et sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'environnements plus sains, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Aujourd'hui, je réponds à la question de Mathilde qui me demande, dans le livre, tu indiques que des nanos peuvent être trouvés dans les cosmétiques. Quels sont les autres produits concernés? Merci pour ta question Mathilde. Alors pour les personnes un peu familières du sujet, le terme nano désigne ici les nanoparticules et plus généralement les nanomatériaux. Ces matériaux dont la structure comporte au moins une dimension comprise entre 1 et 100 nanomètres environ. Un nanomètre étant un milliardième de mètre, 10 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu. Donc une très petite taille. Et c'est cette petite taille qui leur confère des propriétés si particulières, différentes de celles des matériaux plus classiques. Alors tu sais Mathilde, je pense qu'on s'interroge un peu tous sur les produits pouvant contenir des nanoparticules, et y compris les autorités. Certains auteurs inversent même la question, c'est-à-dire qu'ils se demandent s'il existe encore des produits où on peut ne pas en trouver. Ainsi, selon Francine Marano, les nanos ont envahi nos étagères de salle de bain et notre cuisine. On les trouve dans les produits d'hygiène corporelle et les cosmétiques, dans les aliments et les bonbons, dans les jouets, dans les vêtements que nous portons. Les déclarations obligatoires pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs, notamment via le dispositif AirNano, géré par l'ANSES, permettent d'allonger encore un peu la liste. Par exemple, médicaments, encre et toner d'imprimante, raquettes de tennis, peinture, bouteilles en plastique, pneus, réfrigérateurs, club de golf, écran d'ordinateur, chaussettes. Bref, comme le résume l'Observatoire européen des nanomatériaux, les nanomatériaux sont utilisés dans presque tous les secteurs industriels et les catégories de produits. Après une conclusion similaire, l'ANSES ajoute « Leur présence soulève de nombreuses questions sur les risques qu'ils peuvent représenter, aussi bien pour la santé humaine que pour l'environnement. » D'ailleurs, je me souviens d'une interview de Dominique Gombert, qui était alors directeur de l'évaluation des risques à l'ANSES, et à qui on demandait les principales difficultés rencontrées par l'agence. Il avait notamment souligné la diffusion très rapide des nouvelles technologies. Il avait même parlé de fulgurance. Il avait pris l'exemple des nanotechnologies. Il avait précisé que des dizaines de millions de personnes étaient exposées sans recul nécessaire sur les dangers associés et avec un gros manque de connaissances sur les expositions. Dominique Gombert soulignait aussi que les moyens alloués à la diffusion étaient disproportionnés par rapport aux moyens alloués à l'étude des dangers et des risques. Que cela était difficile à quantifier précisément, mais que par exemple plus de 95% des publications scientifiques sur les nanos portaient sur des développements industriels et donc notamment pas sur l'évaluation des risques associés. À ce stade, la toxicité des nanoparticules reste imparfaitement comprise. Avec leur petite taille, elles peuvent traverser les barrières biologiques et entrer dans la circulation sanguine, puis exposer différents organes, comme le cerveau par exemple. Les services qu'elles procurent et les enjeux économiques associés contribuent à un contexte de grande concurrence qui est peu favorable à des évaluations de risques préalables et robustes, et plus généralement, peu favorable à une progression raisonnée de l'introduction de cette technologie dans nos vies. Avec si peu d'études sur leurs risques, et leur présence dans de nombreux produits, les nanoparticules sont souvent citées comme l'exemple même que collectivement, nous n'avons pas suffisamment appris des erreurs du passé. Ainsi, selon Francine Marano, le principe de précaution comme le bon sens recommanderait donc, en attendant d'en savoir davantage, de ne plus mettre sur le marché des produits de consommation non testés et à minima de les limiter aux produits véritablement indispensables. Selon moi, dans une logique de prudence, mieux vaut donc réduire l'exposition des enfants aux nanoparticules. Et pour cela, on peut notamment s'appuyer sur le marquage nano, obligatoire pour 3 types de produits. Pour les produits cosmétiques et les produits biocides depuis 2013, ainsi que pour les denrées alimentaires depuis 2014. Et pour les autres types de produits, à ce stade, les moyens des consommateurs sont plus limités. En pratique, il est difficile de savoir si un produit contient des nanoparticules ou non. À mon sens, cette situation constitue un argument fort pour limiter nos achats de produits industriels, pour une approche minimaliste conduisant à une certaine sobriété chimique pour les enfants. Et d'ailleurs, cette logique de prudence risque d'être d'actualité pendant encore un moment, car les expositions de la population générale sont encore mal connues. Par exemple, dans l'évaluation du dispositif de déclaration AirNano, l'ANSES rappelle une nouvelle fois que l'absence ou la mauvaise qualité des données transmises nuit toujours à la traçabilité des nanomatériaux et à l'exploitation de ces données, notamment en matière d'évaluation des risques sanitaires potentiels. Les manques identifiés sont assez préoccupants. Sur les 52 000 déclarations analysées, 90% des données de caractérisation des nanomatériaux ne sont pas exploitables et 10% seulement renseignent correctement leur usage. Avec de si fortes incertitudes sur les expositions et sur la toxicité des nanomatériaux, une approche de précaution me paraît pertinente à ce stade.
Voilà pour ces éléments de réponse. Si vous paraissent utiles, je vous invite à mettre un pouce bleu, ça prend qu'un clic, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner en activant la cloche. C'est important pour que YouTube comprenne que le contenu de cette chaîne est utile et favorise sa diffusion. Je vous rappelle que je fais cette série de vidéos pour fêter la publication d'À la recherche du savon magique, qui est disponible dans toutes les bonnes librairies francophones. Je vous rappelle aussi que je vous offre un cadeau si vous l'achetez dans une librairie physique. Envoyez-moi une photo de votre ticket de caisse à l'adresse mail qui apparaît à l'écran et qui se trouve dans la description. Et je vous enverrai une checklist pour agir sur les autres sources potentielles de polluants dans la salle de bain. Un bon complément au livre donc pour réduire les expositions préoccupantes du quotidien. Une bonne partie de ce défi 30 jours est consacrée à répondre à vos questions. Donc vous pouvez m'indiquer en commentaire les questions que vous avez en lien avec un problème ou une frustration par rapport à l'environnement de vos enfants au sens large. J'essaierai de faire un maximum de vidéos-réponses. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui s'efforcent de réduire les expositions des enfants aux nanoparticules. À demain.